Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Décrocher la Lune. Aujourd'hui, nous allons voir le lancement de Youri Gagarin à bord de la Vostok 1. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de la vidéo, à lâcher un pouce bleu si vous l'aimez, à la partager ou à vous abonner si vous ne voulez pas louper la suite des épisodes. 12 avril 1961. Une date que tous les passionnés d'espace gardent en mémoire. 3 ans et demi après Sputnik 1, Gagarin, dans sa cabine récupérable de 2,3 mètres de diamètre, est le premier homme à avoir vu la Terre depuis l'espace. Les images vidéo de Gagarin ont beaucoup surpris les Américains de la NSA qui les ont également décodées en temps réel. La NSA, National Security Agency, avait mis au point un système permettant de visualiser des signaux vidéo reçus et confirmer très vite si le passager était un chien ou un homme. Il fallait une séquence vidéo pour confirmer le mouvement et s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'un mannequin assis dans le siège du pilote. Mais il n'y eut pas d'image de la Terre prise depuis le vaisseau Vostok 1. Ce qu'a vu Gagarin n'a pas été immortalisé sur la pellicule. Il fallut se contenter de l'enregistrement audio, comme cette phrase prononcée « Le vol se poursuit normalement, je peux voir la Terre, la visibilité est bonne, je vois à peu près tout, il y a l'espace dehors, de la couverture, des cumulus. Je continue le vol, tout se passe bien. » Trois, deux, un, top! Allumage. Et... oh la vache. Alors le pas de tir a pété là. Je ne sais pas pourquoi, c'est probablement un bug. Mais le pas de tir a pété. Donc on va faire avec. Hein. Voilà. Alors pour information, Youri Gagarin avait 27 ans hein, quand il a fait ce vol là. Donc le premier vol habité autour de la Terre. Alors, faut savoir qu'il a passé environ 110 minutes dans l'espace, un peu moins, je crois que c'est 108 minutes pour être exact. Voilà. Et alors qu'il était jeune lieutenant, il est passé major. Et en plus de ça, son nom était secret, comme celle des... Comme tous les noms des autres concurrents pour devenir astronaute. Et donc en l'espace de quelques heures, son nom est parti sur toutes les lèvres quoi. Tout le monde donnait son nom quoi. Voilà. Alors bon, le lancement de ce lanceur c'est la même chose que d'habitude hein. Oui, c'est la même chose qu'avec les deux chaînes quoi. Voilà. Sauf que là, on parle d'un homme, quoi, enfin, qui est dedans, quoi. Alors, j'ai encore oublié de supprimer l'eau, tout ça. Du coup, ça me gonfle un peu. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever mon mode de close de life support pour mettre le tacle life support qui lui utilise vraiment de l'eau, tout ça, de l'oxygène, etc. Celui qui est conseillé pour le réalisme overall quand on l'installe. Du coup, je vais plutôt utiliser celui-là en fin de compte. Voilà, de toute façon, alors la raison pour laquelle je voulais mettre le close loop life support, c'est surtout pour tout ce qui est base plus tard quand on va faire des bases éventuellement sur la Lune ou sur Mars, parce que bon, décrocher la Lune, c'est pas que la Lune en elle-même, hein, c'est aussi une expression, décrocher la Lune, toujours aller plus haut, toujours aller plus loin.
Je pense que vous l'aviez compris quoi. Donc une fois qu'on aura fait retracer l'histoire de la conquête spatiale, j'essaierai d'aller, on essaiera de faire les missions actuelles, hein, par exemple, voire même les missions futures. Voilà. Alors, je vous avais parlé aussi des flux de gaz qu'on retrouve à l'arrière des fusées, hein, la flamme qui est derrière les fusées. Alors, il faut savoir une chose, je vous avais dit que c'était un rapport aérodynamique, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Enfin, je vous ai pas menti, mais c'est un peu plus que ça en fait. La raison pour laquelle les gaz aérodynamiques s'étendent autant, c'est à cause de la pression atmosphérique. En fait, il faut savoir que les moteurs fusées sont le plus efficaces quand, comment dirais-je, quand la pression dans la tuyère des gaz au moment de la sortie de la tuyère sont équivalents à ceux qui sont à l'extérieur. Donc le top, ça serait d'avoir un bar de pression en sortie de tuyère, quoi. Sauf que bon, comme vous le savez, une tuyère, ça fait, enfin, le moteur, il peut pas vraiment être modulé au niveau de la pression. Du coup, ce qui se fait, c'est qu'on les met, on les cale à une pression inférieure, une moyenne de pression en fait qu'ils auront sur toute la durée du trajet. Imaginons que sur une Falcon 9, lors du détachement du premier étage, il y ait une pression de 0,02 bar, et ben les moteurs seront calés sur une pression entre 1 bar et 0,02 bar, afin d'être en moyenne le plus efficace possible, quoi. Alors là, je fais la séparation juste avant, voilà. Comme vous voyez, c'est juste pour, comment dirais-je, comme je vous avais déjà expliqué dans une précédente vidéo, hein, le carburant reste plaqué au fond et je peux commencer à allumer le moteur légèrement avant. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs que c'est un système de découpleur avec une espèce de grille. C'est pour permettre au flux des sortants des moteurs de s'échapper sur les côtés, quoi. Voilà, de pas tout cramer non plus, quoi. Et de faire exploser le réservoir précédent qui serait quand même, ça serait quand même embêtant, quoi. Des espèces de petites flammes, je vous avais peut-être déjà vu ça sur, c'est des points de mag, je crois. En fait, ce sont des endroits dans la flamme où les flux se rentrant en collision les uns contre les autres ralentissent en dessous du Mac pour réaccélérer après, quoi. Voilà, c'est comme ça là. Voilà. Bon, la circularisation, comme vous voyez, toujours la même chose. Alors, vous allez voir, enfin vous avez peut-être déjà vu même tout à l'heure, quand je suis passé en mode de vue extérieure, j'ai une autre capsule Vostok 1 qui est posée, elle. C'est tout simplement parce qu'au départ, quand j'avais mis les live supports, je les avais pas mis au plein milieu de la capsule, je les avais mis légèrement sur le côté, ce qui fait que les RCS de cet étage là, n'était pas suffisant pour compenser la dérive vis-à-vis du poids, quoi. Le fait qu'il soit pas bien équilibré, et il a fallu que je refasse un lancement du coup. Voilà, donc GG Debian dans l'autre capsule que j'aime pas du tout. J'aime pas du tout GG Debian, il me porte la poisson. Que voilà, pour la petite info. Vous voyez, hein, la trajectoire, elle est quasi parfaite, je trouve. Hein. Enfin, pas parfait, mais elle est franchement propre, quoi. Hein. On n'a pas des masses de différence entre l'apoapside et la périapside. Alors, voilà, donc vu de l'intérieur, ce que ça donne, dans légère rotation, ça vous donne une petite idée de ce que Yuri Gagarin, ou même les autres astronautes, hein, aujourd'hui, peuvent voir quand ils sont arrivés dans l'espace, quoi. Les intérieurs sont quand même bien travaillés, hein. Bon là, il y a mieux, hein, c'est sûr. Mais bon, là, ça représente une vieille capsule, quoi. Vous verrez que quand on se retrouvera dans une capsule type Apollo ou une capsule récente, ça sera beaucoup mieux, quoi. Ça sera beaucoup mieux. Je vous le laisse un peu, je trouve ça vachement joli, moi. Je trouve ça sympa.
Pour en venir à ce que je disais tout à l'heure sur l'avenir de la chaîne après avoir fait la conquête spatiale, je pense qu'il y a pas mal de monde qui aimerait voir quand l'ISS sera en cours de construction, puisque du coup on fera aussi l'ISS, hein, tout ça. Les ravitaillements avec une Falcon 9 de SpaceX par exemple, qui sont tant populaires ces derniers temps. Pourquoi pas essayer de trouver un mode qui nous rajoute une voiture pour pouvoir balancer une Tesla dans l'espace. Tout ça, ça pourrait être vachement sympa, quoi. Voilà. Donc, il faut savoir que lors du retour, en fait, il y a eu un gros souci avec Yuri Gagarin. Après les premières manœuvres de freinage, qui préparent le retour sur Terre, le vaisseau s'est mis à tourner rapidement sur lui-même. Genre bien quoi, hein, genre 5 tours par minute quand même, donc c'est assez important quoi. Voilà. Et d'ailleurs dans son rapport de vol, Gagarin a écrit ça valsait, la tête, les pieds, et une vitesse de rotation considérable. Je voyais tantôt l'Afrique, tantôt la ligne d'horizon, tantôt la ligne d'horizon, tantôt le ciel. J'avais à peine le temps de me protéger du soleil pour éviter qu'il ne me tombe dans les yeux. Et voilà, et au bout de 2 minutes, il se passait rien quoi, il y avait pas de séparation. Mais dans le rapport, Gagarin a écrit aussi au téléphone, j'ai indiqué que la séparation n'avait pas eu lieu. J'ai décidé que la situation n'était pas une urgence et j'ai transmis le code VN4, donc qui veut dire que c'est pas urgent quoi, voilà. Bon, ça a fini par se séparer, du coup, spoiler, hein. Voilà, au-dessus de la Méditerranée. Et du coup, tout s'est bien passé, quoi. Voilà. Enfin, le Vostok avait un système d'atterrissage inhabituel aussi. Il faut savoir que la cabine de retour, sachant qu'elle elle pesait 2,25 tonnes, ce qui est quand même assez conséquent, ça aurait demandé un super gros parachute, quoi. Et pour éviter ça, les soviétiques ont trouvé une petite astuce que vous allez voir en live dans quelques secondes. Tiens, je vais vous laisser cette petite séquence où je me mets en en vue à la première personne. J'ai un mode en fait qui donne les sons dans les capsules, tout ça. Du coup, je vais vous laisser écouter, apprécier un peu pour avoir une idée de ce que ressentent, bon on n'a pas les jets évidemment, mais de ce que ressentent les astronautes quand ils font une rentrée dans l'atmosphère, quoi. Alors, il faut savoir que ce vol-là fut le seul que Gagarine effectua dans l'espace, hein. Étant devenu un héros soviétique vénéré, il était devenu un symbole trop précieux pour le RSS pour qu'elle risque de le perdre dans un accident de vol, quoi. Bon,
Au final, il a fini par réussir à avoir sa réintégration dans le programme de vol. Et il se tua avec son instructeur de vol lors d'une mission dans un jet biplace, quoi. Voilà. Donc bon, maintenant il est enterré au Kremlin, hein, à le sanctuaire des héros soviétiques, hein, comme on dit. Alors il y a un rituel aussi qui a commencé avec Yuri Gagarin. Et donc ouais, une petite coutume qui est d'uriner sur la roue du bus qui les amène à l'aire de lancement de Baïkonour. Après cela, le scaphandre est fermé et ils pourront plus se soulager jusqu'à ce qu'ils soient dans l'espace, quoi. Voilà. Le bus qui les amène sur le pas de tir stoppe à l'endroit où Yuri Gagarin s'est soulagé le 12 avril 61 du coup. Et pour les femmes, bon, elles en sont dispensées de ce cérémonial, mais elles sont quand même invitées à renverser une bouteille contenant de l'eau ou leur urine, quoi. Alors après, voilà, c'est un rituel, hein, c'est pas, voilà. Et voilà, pour ceux qui n'étaient pas au courant, un siège éjectable avait été installé pour éjecter le cosmonaute à 7 km d'altitude. Après avoir largué le siège éjectable, après il se posait en douceur, le cosmonaute se posait en douceur avec son parachute personnel, quoi. Alors que de son côté, le vaisseau Vostok faisait un atterrissage à vide, avec un parachute bien évidemment, mais la vitesse d'impact au sol, un humain n'aurait pas pu la supporter, quoi. Même un pilote, quoi. Hein. Voilà. Donc c'est une technique qui a été elle est restée longtemps un secret au sein des officiels des programmes spatiaux, étant donné que les règles internationales d'homologation d'un vol spatial exigeaient que le pilote décolle et atterrisse dans le même engin. Voilà. Donc si on avait su officiellement que Gagarin avait atterri en dehors de sa capsule, les soviétiques craignaient que le premier vol spatial habité soit contesté, quoi. Voilà, hein, pour nos amis complotistes, c'est plus sur ce genre de sujet qu'ils devraient se faire les dents, je pense. Voilà. Alors, coïncidence ou superstition, il faut savoir que le premier vol de la navette spatiale américaine Columbia a eu lieu le 12 avril 81, soit exactement 20 ans après la révolution de Gagarin. Voilà, bon, je vais vous laisser sur les images de mon petit carbonaute qui court après sa capsule. J'espère que cet épisode vous aura plu, hein. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner si vous voulez voir la suite des épisodes. Les lancements standards, on va dire, sont pour la plupart passés. On va passer sur des choses plus intéressantes par la suite. L'épisode de mardi prochain sera consacré à Vénus, hein, je vais faire un épisode similaire à celui que j'avais fait sur la Lune. Donc je vous laisse essayer de deviner et de me dire dans les commentaires sur quoi portera la prochaine vidéo, le nom de la mission de la vidéo de vendredi prochain. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à mardi.